Isérois. Et puis au niveau de nous quatre, on va se présenter devant vous pour que tout le monde connaisse bien la personne, bien que les documents l'expliquent, mais c'est quand même mieux avec de l'humain. Et puis ensuite, on va parler des compétences du département, on va vous présenter le programme, comment ça a été construit, et puis il y aura évidemment des interventions des uns, des unes et des autres. Parti sur le constat en 2015 que la gauche avait perdu le département en faisant le plus grand nombre de voix cumulées. L'ensemble des partis de gauche se sont mis autour d'une table pour une fois et ont réussi à s'entendre pour porter des candidatures globalement uniques sur l'ensemble des cantons. En tout cas, le nôtre, c'est le cas. C'est une candidature unique du Printemps isérois. Ça a été, je pense, la politique menée pendant 6 ans par la droite et Jean-Pierre Barbier, qui est une droite dure, qui est une droite qui a déconstruit des années de travail de la gauche aux commandes du département. Et c'est ce qui a poussé un peu l'ensemble de nos partis à se fédérer. Donc notre quadrinôme représente à la fois les 4 communes de notre canton, que ce soit Clé, Cessin, Cessiné et Fontaine, et rassemble un peu une bonne partie des différentes étiquettes du mouvement du Printemps isérois, que ce soit Claudine avec le Parti communiste, Nadir la société civile, avec Isabelle, et puis moi avec le soutien du Parti socialiste. Et, voilà, l'objectif c'est vraiment d'avoir regroupé tous les partis. Une fois qu'on s'est entendu, c'était de travailler un programme commun, des objectifs communs qu'on pourrait porter ensemble pendant 6 ans pour déjà reconquérir le département aux prochaines élections là, qui sont dans une semaine à peine, et puis pouvoir s'entendre sur les mesures à porter si par chance on arrive à emporter la majorité au département aux élections. Donc voilà un peu le parcours du Printemps isérois, voilà où on est aujourd'hui. Donc Isabelle Plon-Delplace, je suis élue d'opposition à la mairie de Clé, c'est mon 2e mandat, et je connaissais Sylvain, je ne connaissais pas Claudine, ça a été un plaisir, ni Nadir, pareil. Donc, et bon, on est dans la même optique, quoi. Le but, c'est que ce canton reste à gauche, et j'allais dire, moi particulièrement, étant élue d'opposition à Clé, c'est que notre maire à Clé fasse son boulot de maire et pas autre chose. Et pas en plus, on va dire. Donc je suis doublement motivée. J'ai été sollicité, mais avec plaisir. Alors le fait que ce soit des forces de gauche qui s'unissent pour aller de l'avant, c'est quand même quelque chose qui m'a influencé. Je trouvais que c'était très bien qu'on puisse s'entendre, enfin. Et je fais pleurer les enfants. Pourtant, normalement, ça se passe bien. Elle voulait juste son papa. Ouais. Et voilà, et puis il y a des enjeux qui me semblent importants quand on sent monter cette intolérance au niveau mondial. Donc je me dis, bon, il y a un moment où il faut y aller dans son petit coin, même si c'est un travail de fourmi qu'on va faire dans ce monde qui est en constante mutation. Je me dis que ça valait le coup d'y aller. Voilà, et sinon, oui, j'ai milité pour mon passé associatif de secours populaire, beaucoup en milieu sportif, et beaucoup dans l'ombre d'élections politiques. Voilà. Engagé, élu depuis 2014 sur Cessiné-Parisé, adjoint au maire depuis 2020 aux côtés de Guillaume Lissy. Je suis ostéopathe en libéral, alors pas sur le secteur, mais sur le canton de la Bièvre.
Mais du coup, voilà, engagé depuis pas mal d'années sur ma commune, Cécine-et-Toi, depuis toujours. Mais, donc, je connais bien le canton pour y avoir fait du sport, ou à Cessin, ou à Fontaine. Alors, je suis désolé, pas à Clé. Je ne suis jamais allé faire du sport à Clé, mais on se balade à Clé, c'est déjà pas mal. Et puis, j'ai souhaité m'engager sur les départementales dans la continuité de ce qui a été mené ces 6 dernières années par Kadra Gaillard et puis Guillaume Missy, nos 2 conseillers sortants qui je pense, ont fait le travail pendant 6 ans, ont été présents sur le terrain, et je pense que c'est, en tout cas moi, ma vision de la politique, c'est d'être sur le terrain, d'être aux côtés des associations, aux côtés des citoyens, à l'écoute, parfois au plus proche, là où on prend des coups aussi, mais c'est là où c'est important, parce que je pense que c'est comme ça qu'on doit envisager la politique, c'est d'être au plus proche des gens pour leur répondre, pour être là à leur service, parce que c'est ça un engagement d'élu, c'est d'être au service des gens et pas de se servir soi-même. Donc c'est ce qui a porté ma volonté de m'engager d'abord au municipal et aujourd'hui au départemental pour pouvoir porter un peu cette dynamique au niveau de notre canton. Je suis née en 58, j'ai 62 ans et demi, pas encore 63. On retient. Bon, moi j'ai toujours milité à partir du moment où je suis née, je crois. C'est dans mon ADN, au grand désespoir d'une partie de ma famille, mais bon, c'est comme ça. J'ai été parent délégué à la FCPE, secrétaire départemental au niveau de la FCPE Isère. J'ai été déléguée syndicale au Conseil général de l'Isère pendant 20 ans, parce que j'ai bossé. Alors tout ça, ça n'apparaît pas dans les tracts, parce qu'on est sur des élections départementales. Donc je ne peux pas l'écrire. En tous les cas, je travaillais dans les ressources humaines. Et puis au bout de 20 ans du département, je suis partie comme DRH à la mairie de Sassenage. C'était Alain Chapelet qui a eu la bonne idée de me recruter, mais malheureusement, dans l'année qui a suivi, il y a eu des municipales et en fait, j'ai passé quasiment toute ma carrière professionnelle de fonctionnaire avec des employeurs de droite. Voilà. Donc, heureusement que j'ai mon militantisme communiste qui compense tout ça, où je peux vraiment m'exprimer avec les uns, les unes et les autres. J'ai été élue en 2008 pendant 2 mandats. Et puis bon, voilà, maintenant c'est une affaire finie. Je ne pensais pas du tout être à nouveau élue, j'en avais vraiment fait une croix, puisque de toute façon je continue de militer au PC, donc ça ne me posait pas de soucis. Et puis voilà. Bon, pour l'instant, on n'est que candidat. On a encore un peu de marge avant. Sois optimiste. Tout le travail que nos collègues ont fait avant dans l'Union au sein des partis de gauche au département, c'est aussi pour ça qu'il y a eu cette union au niveau du printemps isérois. Ça fait partie du socle qui a été mis en place ces 6 dernières années. Parce qu'il y a 6 ans, on n'en était pas là, n'est-ce pas Guillaume? Donc du coup j'ai été élue à la ville de Fontaine sur tout ce qui était question d'égalité femmes-hommes, lutte contre les discriminations, lutte contre l'homophobie, lutte contre le harcèlement scolaire, accès aux droits des migrants. Et avec tout ça, j'avais des mandats au niveau du CCAS de Fontaine, commission d'aide sociale facultative aussi, au CA. J'ai des collègues qui sont là, qui ont siégé, on a siégé ensemble. Et puis j'ai été membre du bureau de la DAT, qui s'occupe des migrants et des discriminations, entre autres, pendant 9 ans. Et pendant un an, j'ai succédé à la présidence de Gisèle Pérez à sa demande. Mais je ne voulais pas le faire plus que ça, parce qu'il y avait le travail et tout le reste. Et puis c'était quand même très 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 lourd. C'est une association qui prenait énormément d'ampleur. Et voilà, donc tout ça, ça m'a enrichi, ça m'a permis de
de développer plein de connaissances et de compétences. Et c'est un mandat, parce que nous gagnerons, n'est-ce pas? C'est un mandat qui ne me fait absolument pas peur. C'est une collectivité qui a quand même des compétences assez larges, que ce soit la solidarité, que ce soit l'éducation, la culture, tout ce qui est aménagement, transport, le SDIS, donc la sécurité incendie, et puis la gestion des espaces naturels sensibles. Donc vraiment, on a un panel assez vaste sur les compétences du département. Au niveau de la solidarité, on va avoir tout ce qui est aide sociale à l'enfance, l'ASE, donc l'accompagnement des enfants, soit qui sont placés, soit qui sont isolés, sans famille. On va avoir toute la PMI, qui est l'aide à l'enfance pour tout enfant qui naît sur le département. C'est le département aussi qui est le chef de file dans le milieu du handicap. C'est lui qui délivre les agréments pour les structures d'accueil. C'est lui qui verse l'allocation adulte handicapé. Pour les personnes âgées aussi, c'est lui qui instruit et qui gère pour l'APA, donc l'allocation personnes âgées. C'est lui qui est l'organisme de tutelle de tout ce qui est EHPAD et résidence autonomie. Donc c'est lui qui délivre les agréments, c'est souvent lui qui conventionne avec ces structures pour verser, parfois avoir une prise en charge d'une partie du coût qui est souvent élevée dans ces structures-là. Et puis morceau non négligeable, c'est le département qui verse le RSA aujourd'hui. Donc il faut bien se dire que juste la compétence solidarité sur le département, sur un budget d'1,6 million d'euros, c'est 700 000 euros qui est dédié à la solidarité. Donc c'est vraiment une très très grosse compétence et c'est je pense, j'en profite, la compétence qui a été la plus mise à mal pendant ces 6 années où la droite a pris le choix de passer de la solidarité à accuser les gens d'assistanat. On verse de l'argent, parce que tout le monde, bien sûr, c'est connu, espère juste rester chez lui et toucher de l'argent du département. Donc, voilà, c'est ce qui a été le plus mis à mal et ce qui a vraiment été le plus secoué pendant ce mandat. Et je pense qu'on le verra tout à l'heure dans les propositions qu'on fait, c'est la partie qu'il faudra le plus rapidement remuscler pour aider notamment à la sortie de cette crise sanitaire là, qui aggrave d'autant plus les difficultés déjà des personnes les plus fragiles. Bon, les enfants passent par le collège. Le lycée, c'est une autre histoire, mais dans tous les cas, passent par le collège. Donc c'est la compétence au niveau des bâtiments, pas tout ce qui est éducation propre, mais tout ce qui est bâtiment, et puis les personnels d'entretien, de restauration scolaire, d'accueil également. Donc là, le département maintenant, depuis quelques années, a cette compétence. Et ce n'est pas une mince affaire parce que cela concerne le cadre de vie de nos enfants et aussi par rapport à la répartition des différents collèges sur le territoire du département. Donc nous, sur notre territoire, on en a un dans chaque commune et à Fontaine, on en a 2. Alors, ils sont tous physiquement sur le canton Fontaine-Vercors. Dans tous les cas, ce sont des enfants qui viennent aussi du canton de la partie de Fontaine-Céciné qui vont sur les collèges, sur le collège Jules Vallès en l'occurrence. Ensuite, on a au niveau culture. Au niveau de la culture, eh bien, c'est tous les musées départementaux. C'est aussi les archives départementales. Alors, pour la petite histoire, je viens de me souvenir que j'ai travaillé quelques années.
Comme quoi, la boucle est presque bouclée, tu vois, il faut qu'on gagne ces élections. Donc, du coup, il y a tout ce volet culturel et tout ce qui est enseignement artistique également. Il faut continuer à développer et à travailler avec ce monde, en tous les cas, de la culture qui a été très mise à mal depuis 1 an et demi. C'est l'ensemble des casernes et de la gestion des pompiers. Pareil, hein, c'est pour le coup un organisme qui a été très très mis à mal pendant le mandat. On a rencontré là, avec le Printemps isérois les syndicats des pompiers qui sont extrêmement remontés, très en colère suite à ce mandat. Ils ont été très peu écoutés, parfois méprisés et même malmenés, notamment lors du dernier conseil d'administration du SDIS, où ils sont présents et membres, et où ils ont voulu aborder un cas dramatique du suicide d'un de leurs collègues, et la présidence qui est assurée par un élu du département a demandé à ce qu'on le fasse taire, parce qu'il vaut mieux pas parler de ce genre de sujet. Donc il y a une colère qui couve chez les pompiers qui est très très importante, et je pense que ça sera aussi un très gros chantier. En tout cas, on est attendu, nous, si on est élu, quand on verra, je l'espère en tout cas. C'est l'aménagement et le transport. Alors ici, on est assez peu concerné parce que ces compétences-là ont été transférées à la métropole sur notre territoire. Ça va aller d'une chose assez simple, mais qui impacte l'ensemble des cantons pour le coup, que ce soit rural ou que ce soit urbain, même chez nous, c'est la carence au niveau médical. C'est l'absence de médecins ou de professionnels de santé sur notre territoire, avec un vieillissement de la population de ces professionnels de santé, et du coup des départs à la retraite qui sont souvent non remplacés et qui commencent à créer des grandes difficultés. C'est une des compétences du département. Ils ont certains centres de soins qui sont beaucoup concentrés dans le milieu urbain, alors parfois dans des quartiers qui sont en difficulté, mais l'objectif c'est aussi de se dire qu'il y a une possibilité d'aller développer le programme de Mon médecin près de chez moi qu'on souhaite porter, où le département mène une cartographie sur l'ensemble de ces territoires pour identifier des lieux d'implantation de maisons médicales portées au moins sur la structure par le département, parfois de manière associative, parfois de manière 100% publique, mais c'est de créer l'émulsion parfois qui manque pour attirer des professionnels de santé sur ces territoires, et ça va être quelque chose à mener extrêmement rapidement, parce que là on voit, et on l'avait vu pendant les municipales, notamment à Cessiné, mais je sais que c'est quelque chose qui a été aussi très impactant sur Cessin, sur Clé, sur Fontaine, et aujourd'hui on se retrouve vraiment avec des gros départs à la retraite et qui vont fragiliser beaucoup, et la crise sanitaire nous montre que la santé devient une priorité sur nos politiques publiques. En parlant de crise, du coup, on s'est rendu compte aussi qu'il y a un public qui a particulièrement souffert de cette crise et qui est un peu l'oublié des aides qui peuvent exister. Ce sont les jeunes. C'est la population qui a été frappée de plein fouet par cette crise, que ce soit de manière économique, parce que nombre de jeunes avaient des petits boulots à droite à gauche pour financer leurs études, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, et ils se sont retrouvés isolés, en distanciel, sans lien social, parfois loin de leur famille, et sans moyens pour à la fois payer leur logement, payer leur nourriture. Et on a vu sur l'agglomération apparaître des associations qui distribuent particulièrement des denrées alimentaires pour nos 18-25 ans. Et je pense que commencer dans la vie en devant aller se présenter dans une association pour demander un peu d'aide,
je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur coup de pouce qu'on puisse proposer à la génération qui arrive. Et ce qui est proposé par le Printemps isérois, c'est la mise en place d'une expérimentation qui est possible par les départements, qui n'est pas prévue par la loi, mais qui est possible en tant qu'expérimentation sur nos territoires. Certains départements l'ont fait et ils y arrivent, c'est le RSA Jeunes. C'est verser aux jeunes qui sont sans solution, qui sont sans ressources, une aide qui peut aller entre 3 et 400 euros et qui sera versée à ces étudiants, à ces jeunes actifs pour les aider à subvenir à leurs besoins. Alors c'est une aide qui a été chiffrée par le Printemps isérois parce que la droite nous attaque beaucoup là-dessus en nous disant qu'encore une fois on va créer une génération d'assistés et qu'on est inconscient et qu'on dépense de l'argent sans compter. Je vous le rappelle, le budget du département c'est 1,6 milliard et ce qui a été budgété c'est 7 millions d'euros. 7 millions d'euros pour le RSA Jeunes. Il me semble que c'est pas une petite dépense, mais c'est pas une dépense qui est insurmontable pour un département qui a un budget de 1,6 milliard d'euros. Et si aujourd'hui on n'est pas capable de prioriser nos aides sur des populations aussi jeunes qui sont en si grande difficulté, du coup je vois plus le sens de la politique qu'on peut porter et des politiques publiques qu'on peut porter. Dans un appartement, parce que la maison était compliquée, on appellerait en habitat partagé. Ça veut dire avec des vieux, des jeunes, avec un échange intergénérationnel. On s'aide. Moi je te garde tes gamins 2 heures, par contre mon ampoule, j'arrive plus à monter sur l'escabeau et je veux bien que tu me le fasses, avec des services en commun. Et nous sur Clé, on l'a pas fait, hein, mais on avait cette demande-là de certains seniors qui étaient bien, mais qui se disaient on va vieillir, mais on ne veut pas aller en foyer logement. Par contre, on se rend compte qu'il y a des choses, qu'on a un habitat qui ne correspond plus, qu'on a besoin d'un lien social, qu'on n'arrive plus à concrétiser. Et il y avait des gens motivés. Pour faire quoi? Soyons clairs, il faut trouver le foncier, il faut trouver un promoteur, mais ça correspond à un besoin, aussi bien des seniors que de certains jeunes qui disent moi, mes gamins qui rentrent à 4h30 à l'école, si je sais que la mamie elle est là en face et puis qu'elle me les garde une demi-heure, ça m'arrange. Donc je pense qu'il y a un truc à faire. Je sais pas encore comment. Et je pense qu'on ne peut plus mettre les jeunes d'un côté, le troisième âge complètement. On ne parle pas de la dépendance là, mais je pense qu'il y a des solutions à trouver. Ça ne correspond plus effectivement à la demande de ce que nos anciens souhaitent quitter chez eux, mais pas se retrouver dans 15 mètres carrés. Et effectivement, en tous les cas, là moi je parle pour Fontaine, les 2 résidences autonomie sont anciennes parce que ce sont les premières qui ont été créées, ou une des premières qui ont été créées sur le département de l'Isère, si ma mémoire est bonne. Je regarde Laurent Jadot, mais si ma mémoire est bonne, c'est ce que Yannick Goulard nous expliquait à l'époque. Et du coup, ça ne correspond plus. C'est une seule pièce, ça ne correspond plus du tout à la demande. Les familles ne peuvent plus recevoir leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc là, effectivement, d'aller vers un habitat plus adapté, ça permettrait aussi aux personnes de rester plus longtemps chez elles, en autonomie, avec des aides ponctuelles, avant de se battre pour être en EHPAD, alors qu'un EHPAD, c'est quand même, ça répond à des critères très spécifiques. Et je pense que c'est moins dur aussi, en vieillissant, de se projeter sur des étapes et pas sur la dernière demeure. Voilà. L'objectif est... c'est un principe de solidarité. Quelqu'un, vous le disiez, si on est né dans une famille avec 2 parents médecins qui ont un très bon revenu,
il n'est pas de l'intérêt et ça ne serait pas cohérent que la collectivité verse une aide à ses enfants, sachant que les parents peuvent subvenir aux besoins. Mais dans les situations où on se retrouve avec des jeunes où les parents soit ne peuvent pas, soit ne sont pas là, soit des situations comme ça, elles sont multiples, et à la collectivité aussi de participer à l'égalité des chances, justement face à ça, pour permettre à chacun d'avoir les mêmes droits, les mêmes chances pour réussir dans ses études et dans le lancement de sa vie aussi. Parce que parfois, le temps qu'on puisse, nombre de jeunes se sont retrouvés, parfois vous sortez avec un diplôme, on vous demande tout de suite, pour être embauché, il faut 5 ans d'expérience. Donc le temps de pouvoir faire cette expérience, souvent on cumule un certain nombre de petits boulots, un certain nombre de petites activités, souvent en intérim, et la crise a mis un terme à tout ça. Parce que dans une entreprise, aujourd'hui, si l'entreprise met des salariés au chômage partiel, pour avoir le droit au chômage partiel, elle ne doit pas avoir d'intérimaire dans son effectif. Et donc, il est arrivé dans certaines entreprises où il y a des intérimaires qui sont sur des services qui tournent, mais qui ont été remerciés parce qu'il y a d'autres services dans lesquels on doit faire appel à du chômage partiel. Et donc on se retrouve avec des gens qui sont renvoyés chez eux, non pas parce qu'il n'y a pas du travail, mais parce que la crise est passée par là et que le système a fait qu'aujourd'hui ils ne peuvent plus être embauchés en tant qu'intérimaires. Et on doit pouvoir aussi proposer aux jeunes entre 18 et 25 ans qui ne sont pas éligibles au RSA, et qui sont dans des situations parfois qui leur ont pas permis d'ouvrir des droits au chômage, de pouvoir quand même subvenir à leurs moyens et pouvoir continuer à chercher sereinement du travail le temps de pouvoir se retourner. Donc l'objectif, ça sera de cibler les jeunes qui en ont besoin. Ça ne sera pas un RSA, c'est pas un revenu universel jeune, d'accord ? Mais c'est vraiment un revenu de solidarité pour ces jeunes-là. Ouais, alors, tu parles bien de ça parce que pendant la pandémie, pendant le problème là, qui s'est posé cette année et l'année dernière, moi je travaille dans les restaurants universitaires. Les restaurants ont été fermés et effectivement, la plupart du personnel est allé dans le logement. C'est-à-dire, en règle générale, on a pris la place la plupart du temps des étudiants qui, eux, travaillent pas parce qu'ils en ont besoin financièrement, parce qu'ils n'arrivent pas, tous les étudiants n'arrivent pas à payer tout le temps leur loyer. Alors imaginez-vous un étudiant, et c'est pour ça cette façon de voir ces RSA jeunes, qui est très, franchement, je trouve ça vachement bien, parce que comme j'ai travaillé directement avec les étudiants dans les logements, je vais vous dire, il y a vraiment une détresse importante. Je veux dire, franchement, il y a vraiment quelque chose à faire. On téléphonait, on questionnait les étudiants pour savoir comment ils allaient psychologiquement. Et il y en avait que, franchement, ils étaient en péril. Franchement, bon, après, il y a le Crous, effectivement, a pris le service social du Crous était là aussi pour les aider aussi, s'ils ne pouvaient pas payer leur loyer. Bon, effectivement, il y a eu quand même des structures qui ont un peu aidé ces étudiants, mais c'est vrai que l'étudiant, on travaille dans le restaurant, je veux dire McDo ou autre, ils ne sont plus là, ou dans les plonges, dans les restaurants, et c'est vrai que c'est des petits boulots qui rapportent, quoi qu'il en soit, 200, 400, même 500 euros par mois. Ça permettait de payer leurs études et leur logement. Et là, c'est vrai que moi, je trouve ça formidable d'avoir cette idée-là pour les jeunes. Mais ça concerne des décrochage scolaire et qui se retrouvent vraiment sans rien. Ils sont aussi en rupture familiale parce qu'il y a tout ça. Donc les critères seront à regarder. Quoi. Déjà, les parents ont des difficultés aussi. Il n'y a pas que familial, parce que le lien familial, il est là, mais pas forcément parce que... Il y a de tout. Il y a de tout. Du coup, et puis dans les RSA jeunes, il y a aussi, ça touche beaucoup de notre région, les saisonniers.
Oui, bien sûr. qui n'ont pas eu du tout de contrat, qui n'avaient rien du tout. Ils n'ont pas Et ouvert de ces droit. jeunes-là, ça a impacté tous les saisonniers, quel que soit l'âge. Mais comme vous disiez, la jeunesse, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération particulièrement. C'est l'avenir d'aujourd'hui et de demain, donc c'est important. Mais au-delà des jeunes, en effet, vous prenez l'Isère compte 24 000 personnes inscrites au RSA. En l'espace de moins d'un an, il y a presque 3 000 personnes supplémentaires qui se sont rajoutées à l'ouverture de droits du RSA. Ce qui est non négligeable hein, sur un nombre de 24 000 personnes, 3 000 supplémentaires, c'est quand même... Donc la crise a un véritable impact sur l'ensemble de la population, souvent sur ce qu'on disait, hein, sur des populations qui étaient déjà fragiles, précaires. Alors moi je suis adjoint aux solidarités à la commune de Cessinay, du coup je suis vice-président du CCAS et donc je préside la commission des aides facultatives. Et on voit arriver un certain nombre de dossiers de personnes qu'on n'avait jamais vues, des familles qu'on n'a jamais vues. Parfois vous avez, et ceux qui ont siégé dans des CCAS le savent, des familles qui ont des difficultés de manière récurrente et qu'on voit de manière un peu plus régulière, disons. Mais là, on voit arriver des familles avec enfants où les deux parents travaillaient, où tout le monde, enfin, ils avaient une situation stable et d'un seul coup, tout s'est dégradé et à des vitesses, mais vraiment alarmantes, où on se retrouve avec des personnes qui, il y a un an, avaient aucune dette et qui se retrouvent aujourd'hui avec plus de 10 000 euros de dette. Parce que quand vous commencez à perdre votre boulot, que vous ne payez plus votre loyer et que vous aviez, sans dire que vous aviez un palace, hein, vous avez un appartement sur Cessinay, Cessin, Fontaine, Clé, vous en avez vite pour... Les résultats proviennent d'une recherche. On est écouté. tout seul de se mettre en On en a pour 800 euros. Quand vous perdez votre boulot et que vous ne pouvez plus payer ces 800 euros parce qu'il n'y a plus de quoi mettre à manger dans le frigo, et ces 800 euros ils vont s'accumuler. Et en l'espace de très peu de temps, on accumule 8-10 000 euros de dette. Que peut faire la collectivité une fois qu'on arrive face à ça? Souvent plus rien. Souvent on lance des procédures avec du surendettement, on essaye de les reloger, mais pour les reloger dans le parc social, il faut ne pas avoir de dette, pas de dette de logement. Donc on rentre dans un cercle vicieux qui fait que... Donc vraiment, il faut aussi repenser le système en entier pour ne pas attendre que la personne soit dans une situation complètement dramatique et attendre que vraiment qu'elle soit acculée pour pouvoir agir, parce que souvent les collectivités ne peuvent plus agir à ce moment-là. Et c'est de repenser les choses dès le départ, où les premiers signaux d'alerte doivent être donnés et où on doit intervenir. Et le département est le chef de file de la solidarité, donc c'est à lui de porter ça, en concertation avec les métropoles, avec les communes, avec les EPCI, mais c'est à lui de porter d'abord l'impulsion de tout ça. Donc, notamment dans les investissements qu'il pourra porter pour agir sur la transition énergétique tout en soutenant l'économie locale. L'objectif, c'est de proposer un plan d'investissement de 100 millions d'euros sur 6 ans pour investir à la fois dans la rénovation des bâtiments, l'aide aux collectivités pour un certain nombre de transitions, l'investissement auprès des agriculteurs aussi pour transformer leur matériel, pour mener vers plutôt une agriculture plus raisonnée. Donc voilà, une enveloppe globale de 100 millions d'euros. Pourquoi ces 100 millions d'euros? Vous me direz, pourquoi pas plus, pourquoi pas moins? C'est une réponse à la politique de Jean-Pierre Barbier, qui, quand il a été élu, a mis 100 millions d'euros, donc comme quoi c'est possible, mais lui, il a mis 100 millions d'euros sur les routes. Il a mis 100 millions d'euros pour rénover les routes, pour qu'on ait des belles routes. Alors c'est important, hein. On est tous usagers, on est tous aujourd'hui parfois à prendre notre voiture pour aller sur d'autres territoires ou au milieu de la métropole, et on a besoin de routes en bon état. Mais aujourd'hui, je pense que lancer un plan ambitieux sur des routes, c'est d'un autre temps. Et c'est plus aujourd'hui ce qui doit être reporté, et je pense que c'est plus ce que les gens attendent. Et aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est aussi qu'on puisse
et notamment les collectivités, les aider à rénover des salles comme ça pour qu'elles soient moins chaudes. Alors climatisées, peut-être pas, mais en tout cas plus isolées pour que la température monte moins vite dedans ou qu'elle baisse moins vite l'hiver, ou qu'on puisse aider aussi sur les logements. Alors la métropole a mis en place depuis quelques années un projet qui s'appelle Murmure, qui aide les collectivités, les particuliers et les copropriétés à investir dans la rénovation thermique des logements. On n'a pas déjà les moyens, ne serait-ce que de se chauffer ou de se protéger de la chaleur correctement. Donc voilà, les 100 millions d'euros, ils sont là pour investir là-dedans, pour nous aider à économiser, parce que c'est ça aussi la meilleure des énergies. Attachant sur lequel les associations, les entreprises, les citoyens ont toujours été une grande motivation pour être présents sur le terrain. Je crois que j'ai essayé avec Adra Gaillard de porter cette vision de la politique. Et si j'ai essayé de ne pas y aller, simplement pour respecter mes engagements vis-à-vis des Cécines-et-Toi, et qui sauront les défendre demain, et ça c'est fondamental. Et c'est mon second mot en tant que maire de Cécile-et-Parisé. Moi je serais extrêmement rassuré de pouvoir confier à ces élus-là, qui connaissent notre territoire, qui connaissent les communes, les dossiers de nos collectivités. Vous savez, le conseil départemental, on l'a beaucoup dit, c'est le chef de l'action sociale, mais c'est aussi le chef de file des solidarités avec les communes. De la petite commune rurale à la plus grande commune et Grenoble, le département aide et soutient. Moi demain, je serai, je pense, confiant de leur donner un dossier pour dire on est en train de végétaliser les cours d'école, aidez-nous. Il faut qu'on refasse notre piscine, aidez-nous. Et ça, c'est fondamental pour l'élu et le maire que je suis, d'avoir des interlocuteurs qui sont des interlocuteurs de confiance. Et puis le troisième mot, si vous me permettez, ça sera celui du militant, de l'homme de gauche que je suis, parce qu'on a beau avoir une écharpe, on n'en est pas moins, surtout à gauche, le porte-parole de valeurs, de convictions, et puis le porte-parole aussi des gens qui nous ont fait confiance. Et on a la chance sur ce canton d'avoir une gauche rassemblée, qui parle d'une seule voix et qui porte un discours commun. Et malheureusement, on n'a pas cette chance-là sur l'ensemble des cantons. Il y a des cantons où on a, dans le devenir libéré du jour, la guerre des gauches. Et moi, tu y faisais allusion tout à l'heure, là, toute ma vie politique, je me suis engagé pour que la gauche se parle, pour que la gauche soit unie, rassemblée. On a fini par le faire à Cécine-et-Parisé aux dernières élections municipales. On l'avait fait la dernière fois sur les cantonales. Vu le contexte politique, face à une droite dure, face à une extrême droite qui monte en puissance, si la gauche est divisée comme elle l'est au régional, eh bien malheureusement, on n'a pas la voix au chapitre et au second tour, on laisse s'affronter les conservateurs, les réactionnaires et parfois les fascistes. Donc si on veut pouvoir compter et faire entendre la voix des gens qui ont besoin de nous, eh bien il faut qu'on soit capable de se parler malgré nos différences. Parce qu'on ne va pas se voiler la face en disant que on n'a pas de différence, qu'on est les mêmes. C'est vrai qu'on est différents, mais notre vision du monde, je crois, est la même. Et tout à l'heure, Sylvain évoquait la question de la famille. Oui, nous sommes une famille avec parfois ces repas agités, puis on sait faire ça. Donc moi je suis très heureux et très fier que la gauche se parle, soit unie, soit rassemblée dans sa diversité, dans ses différents visages. Et puis je voudrais dire enfin qu'il faut une morale aussi en politique. Et que quand on regarde les campagnes qui ont été faites, il y a du travail. Il y a des documents qui sont des documents sérieux, qui sont complets, il y a du porte-à-porte, il y a des distributions, il y a une rencontre avec les habitants. Et ça doit payer en politique. Ça doit payer parce que, encore une fois, on ne reçoit pas un mandat seulement parce qu'on a fait un joli sourire sur une photo. On reçoit un mandat parce qu'on est représentatif, parce qu'on porte la parole des autres. Et vraiment, ce travail qui a été fait, il mérite d'être soutenu et il mérite d'être porté en exemplarité. Moi, de l'équipe d'en face, j'ai reçu la profession de foi. Je n'ai pas reçu de journal, je n'ai pas reçu de lettre, je n'ai pas reçu... Et ça, je crois que c'est aussi une manière de respecter chacun. Et puis, humainement, Sylvain, Claudine, Nadir, Isabelle sont des gens bien. Et ça, c'est moi qui le dis, pas en tant que maire, pas en tant qu'élu, juste en tant que citoyen et en tant que personne qui les côtoie, qui défendent des valeurs et qui demain sauront, j'en suis certain, être sur le terrain comme nous on a essayé de le faire modestement auprès des assos, dans les foires au boudin, dans les vides-greniers.
Et encore une fois, c'est là, C'est Sylvain des l'a dit, colons, c'est là où parfois on prend des claques, mais c'est là aussi où on puise toute sa légitimité. C'est là où on entend quand les choses ne vont pas, c'est là où on entend les choses qu'il faut porter. Et ça, eux, ils sauront le faire. Je te passe le relais maintenant. Du coup, il y a là aussi là, donc